Bienvenue sur notre chaîne Leadership Training qui vous apporte des leçons progressives sur le leadership, l'entrepreneuriat, le management. Si vous êtes nouvellement connecté à notre chaîne, vous pouvez liker, partager nos leçons et vous abonner, ça va nous plaire. Notre leçon qui est la 26e comme promis vient parler du leadership familial. Le leadership familial est très important parce que chacun de nous vient d'une famille ou vit dans une famille ou est lié à une famille d'une manière ou d'une autre. Ici, nous allons peut-être faire un peu la différence. Nous parlerons de la famille d'une façon élargie, bien que de façon claire, nous parlerons de la famille restreinte, à l'africaine, qui est surtout connectée à d'autres membres des familles. Nous allons nous focaliser sur ce qu'on va appeler comment un leader, comment une mère, un père, un grand frère peut jouer son sens de leadership en famille, de sorte qu'il va influencer tout le monde qui se trouve dans la famille et dont les résultats seront aussi palpables dans l'avenir. Tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit que si tu veux obtenir une récolte, il faut planter des graines. Là, c'est pour une année. Que si tu veux obtenir un arbre, il faut avoir quelque chose que tu vas avoir après avoir produit dans 10 ans. Et que si tu veux avoir les hommes, tu vas avoir une production en investissant dans les hommes. Le leadership familial est d'une grande importance, surtout parce que dans nos familles restreintes, on a trouvé que les récentes recherches ont prouvé que plus vous avez un père qui a un sens de leadership, plus les enfants vont mieux évoluer. Plus vous avez une mère qui a le sens de leadership, les enfants vont mieux évoluer. Et donc, les recherches récentes ont prouvé qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dans les entreprises sans sens de leadership et par après, vous trouverez que leur façon d'évoluer va aussi négativement influencer les enfants. On a trouvé aussi que 40% des leaders dans les entreprises n'ont pas le sens de leadership familial. Et alors, ayant raté le leadership familial chez vous, beaucoup de gens vieillissent ou arrivent à l'âge de la retraite, rentrent maintenant dans la famille dans laquelle ils n'ont jamais implémenté le sens du leadership. Après, ces enfants qui n'ont jamais vécu un leader, qui n'ont jamais appris le leadership, qui n'ont jamais appris des qualités de vertu, devenus grands pendant que le père se vieillit, arrivent à ne plus lui rendre le nécessaire de ce qu'il aurait trouvé d'eux et automatiquement ces vieillards, ces vieils hommes, ces retraités peuvent mourir très rapidement parce qu'ils se retrouvent dans une famille dans laquelle on n'a jamais développé le sens du leadership très tôt. Il y a plusieurs auteurs, il y a Roger Reid, il y a Mark Auger, il y a Simon Bloin, il y a Mel Goza, il y a Yves Hiram, il y a Christophe André, il y a Dale Carnegie et les autres qui ont développé plusieurs leçons sur comment on peut vivre avec les enfants et créer en eux le sens du leadership. Plusieurs ouvrages, vous allez trouver, parler un peu du leadership familial. Vous allez avoir par exemple les enfants des parents fous, tel que ça a été décrit par Yves Hiram. Vous allez trouver Mel Gozan avec les livres comme Les adolescents et leurs parents. Vous allez trouver les livres comme Mel Goza aussi qui parle de découvrir votre valeur. Vous allez trouver les livres de Christophe André John Kabat qui parle aussi de se changer pour changer les autres. Vous allez trouver les livres comme le livre de Daniel Peter, qui va vous parler de l'enfant abandonné, ainsi de suite. Eh bien, nous allons parler un peu comment on peut développer le sens de leadership en famille. D'abord, il y a un constant. Les bons leaders en famille sont des bons leaders dans des entreprises, mais le contraire n'est pas vrai.
Les bons leaders entreprises peuvent ne pas être des bons leaders en famille. Et ce qui nous pousse à dire ça, c'est pour créer dans nous le sens de dire, nous pouvons facilement avoir des enfants, nous pouvons avoir un époux, nous pouvons avoir une femme, une épouse, mais si l'essence de leadership n'a pas été très bien développée, des années plus tard, on va récolter quelque chose qui ne sera pas très avantageuse pour nous, alors que nous avons été des leaders dans la communauté, dans le monde, dans les entreprises, pendant que nos familles se déchiraient ou n'avaient pas vécu le vrai sens du leadership qu'on pourrait dire. Alors, disons ceci, quels sont les avantages du leadership familial? Premièrement, le leadership familial crée la cohésion. Le leadership familial développe le sens des valeurs chez les enfants. Le leadership familial crée la stabilité d'un couple dans lequel les enfants deviendront plus tard des personnes de grande valeur parce qu'il a cultivé le sens du leadership depuis l'enfance. Le leadership familial crée aussi des enfants qui plus tard seront des responsables à titre que ce qu'ils ont appris des parents, ce qu'ils ont appris des grands frères, peut facilement influencer leur capacité aussi d'influencer les leurs. Et donc, ça peut se répercuter aussi sur des générations futures. Et n'oubliez pas que quand on n'a pas l'essence du leadership en famille, ça peut aussi influencer votre profession. Vous pouvez arriver au boulot, à la maison, vous avez été troublé et vous allez aussi les répercuter sur les autres. Eh bien, il y a des principes. Avant d'aller à ces principes, nous allons définir les 4 types de parents qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent influencer positivement ou négativement les enfants. Et de ces 4 types de parents, se dégage aussi le sens de leadership en échec ou en succès. Il y a 4 types de parents. Il y a des parents que nous appelons des parents permissifs, qui autorisent chaque chose. Un enfant qui aura vécu avec ses parents plutôt, va se retrouver dans la communauté, même une fois devenu grand, il croira que tout est permis. Les jours qu'il va rencontrer une entreprise, une société dans laquelle il y a des règles, il y a des strictes normes, il ne va pas s'adapter. Le deuxième type de parents, c'est le type que nous appelons démissionnaires. Les démissionnaires, bien sûr, on peut aussi l'appeler les désengagés. Les parents désengagés, c'est celui-là qui ne s'inquiète de rien. Il ne sait pas comment les enfants vivent, il ne sait pas ce que font les enfants, il les abandonne à les thrift store et tout ce que les enfants vont faire, ils diront, il n'y a personne pour nous surveiller, nous faisons ce que nous voulons, tout simplement parce qu'il n'y a aucune autorité au-dessus de nous. Ces enfants, une fois grandis, ne s'adapteront jamais à aucune autorité parce que de leur bas âge, ils n'ont jamais vécu avec une autorité qui leur dit, on fait ça, on ne laisse pas, on fait ça, on fait ça. Troisième type de parents, il y a des parents que nous appelons des parents autoritaires. Les parents autoritaires, ce sont ces gens-là qui sont là comme une police au milieu d'une population fragile. Ce sont ces parents qui donnent des directives, des normes, des commandements, des punitions. Ce sont des autorités de sorte que l'enfant, même pour les approcher, il fait tout son possible pour venir en tremblotant. Les enfants ayant grandi avec ses parents, ils finiront par être des timides dans la communauté. Ils finiront à être des timides dans la vie. Parce que tout ce qu'ils font, ils sont là pour dire, en tout cas, j'ai peur de parler. Ils ne vont même pas avoir l'essence de parler en public parce que chez eux, ils ont été toujours muselés. Ces parents vont développer le type d'enfants timides, incapables de prendre des initiatives par eux-mêmes, qui disent « le chef n'a pas encore dit, l'autorité n'a pas encore décidé ». Et ça, c'est aussi une faiblesse. Quatrième type de parents, ce sont des parents que nous appelons des parents démocratiques. Ces parents démocratiques, eux, ils essaient de mélanger les 3 types. Ils savent quand est-ce qu'il faut permettre, ils savent quand est-ce qu'il faut être très dur, ils savent quand est-ce qu'il faut négliger des petits faits pour les enfants, mais ce qui les caractérise, c'est que tout ce qu'eux font, ils appellent toujours les enfants pour discuter avec eux lorsqu'il s'agit de prendre une certaine décision. Et ils justifient à l'enfant là.
possibilité de dire « je ne veux pas ça parce que ». Je pense que nous devrions faire ça parce que. Alors, je vous encourage tous, les experts, les parents qui me suivent, de développer ce sens de leadership démocratique en famille. Julia Melgoza a bien parlé cela dans le livre « Les parents et leurs les adolescents et leurs parents ». Et je voudrais m'appesantir sur maintenant les autres recherches pour que nous comprenions quels sont les principes qu'il faut mettre en place dans une famille pour créer, motiver, développer, élever le sens du leadership en famille pour que ces enfants, pour que l'épouse, pour que les gens qui vivent sous les toits familial aient le développement de leur leadership. Premier principe, il faut se fixer des valeurs. Il faut se fixer des valeurs. Vous êtes dans une famille, vous dites, dans notre famille, nous aimerions que les gens vivent de cette façon. Vous fixez des valeurs. Il ne faut pas mentir. Quand vous avez tort, acceptez votre tort. C'est l'honnêteté. Vous développez le sens de valeur. Vous dites, soyons quand même respectueux de nos décisions. Vous fixez une certaine quantité de valeurs que vous dites, dans notre famille, nous aimerions que nous puissions être de cette façon, de cette façon, de cette façon. Là, vous voyez que le leadership qui se base sur des valeurs, les enfants grandiront sachant qu'on ne peut pas mentir, qu'on ne peut pas se venger, qu'on ne peut pas se justifier quand on a tort. Ça, ce sont des valeurs. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut avoir une vision commune de la famille. Vous aimeriez que votre famille soit comment? Et l'épouse et les enfants comprennent que vous êtes une famille, mais que dans 10 ans, vous aimeriez être ceci. Dans 20 ans, vous aimeriez être ceci. Tout le monde. Vous savez qu'il n'y a pas de leadership sans vision. Et si vous implémentez maintenant la vision en famille, vous dites aujourd'hui nous sommes locataires, mais mes chers enfants, travaillons pour que maintenant dans 5 ans, dans 10 ans, que nous ayons chez nous. Vous dites aujourd'hui nous n'avons pas une grande maison, mais nous souhaiterions que dans 20 ans, que je vieillisse pendant que je sais là où vous serez. Ça, c'est une vision. Et tous les enfants de la famille, tout le monde de la famille qui sait que vous avez une vision, deux fois lorsque vous allez avoir une possibilité, ils vous rappelleront en vous disant « Papa, vous aviez dit que vous devriez faire telle chose. » Mais si vous vivez sans vision, sans objectif, vous avez déjà commencé à fragiliser votre famille. Autre chose, il faut respecter vos décisions. Vous êtes dans la famille, vous avez décidé, faites ce que vous avez décidé. Comme ça, les enfants, l'épouse ou l'époux saura que vous, quand vous dites, vous êtes honnête et vous êtes fidèle à vos décisions. Autre chose, il faut responsabiliser les gens en famille. Responsabiliser et créer la redevabilité. Qu'est-ce que signifie responsabiliser? C'est comme dans une entreprise dans laquelle il y a le job description, où chacun sait ce qu'il doit faire. En famille aussi, vous commencez déjà à responsabiliser les enfants, les gens de la maison, des choses qu'ils doivent faire chacun pour ce qui les concerne. Vous allez dire par exemple, maman va faire ça, le grand frère va faire ça, moi je vais faire ça, la grande sœur va faire ça. Vous distribuez des petites tâches en famille qui vont vous aider un jour à demander des comptes. Vous demandez des comptes. Demander des comptes, c'est-à-dire comment? La redevabilité. Une soirée, vous dites aux enfants, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait pendant la journée? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu, ce que vous avez fait et comment la journée s'est passée? La plupart des parents n'ont pas ce temps. Et les recherches ont prouvé que plus on est travailleur, plus on est embrouillé dans trop de choses, on manque le temps pour les enfants. Et plus tard, ça va ressortir en train de venir chez nous comme des enfants qui n'ont jamais développé le leadership chez eux. La redevabilité. Et qu'est-ce que signifie la redevabilité? La redevabilité signifie que vous apprenez les enfants à faire des comptes rendus. Vous apprenez les enfants, il a fait quelque chose, il doit dire ce qu'il a fait. Vous l'envoyez d'acheter quelque chose au magasin, il vous rapporte la facture. Vous lui avez donné une tâche à faire le matin, le soir, vous lui demandez de vous dire comment il a fait ça. Plus ces enfants grandiront, ils auront le sens de la responsabilité et de la redevabilité. Autre chose qu'il faut développer, c'est l'humilité du chef.
Vous êtes père de famille, ne venez pas comme un chef. En famille, devenez comme un ami. Créez l'amitié avec les enfants. Déposez votre chefferie, déposez votre grade, déposez votre capacité de diriger comme autorité. Essayez de vous rabaisser un peu, de sorte que quand vous serez en train de parler avec les enfants, qu'ils comprennent qu'ils sont en présence d'un chef, mais aussi qui est leur ami. Ça va développer chez eux l'humilité même quand ils grandiront. Autre chose qu'il faut développer, c'est de ne pas se justifier quand on a tort. Vous avez commis l'erreur, papa, maman, dites aux enfants, j'assume l'échec. Ces enfants grandiront connaissant que quand on a tort, on accepte, on assume ses échecs. Autre chose qu'il faut faire, il faut justifier les sanctions. Quand vous punissez un enfant, quand vous attribuez à un enfant une punition, une sanction, il faut plutôt justifier le pourquoi de la sanction que de le faire pour lui montrer que vous les haïssez. Comme ça, ils grandiront, ils vivront connaissant que quand on a attribué, on a donné une sanction à quelqu'un, la sanction est toujours suivie d'une justification. Une fois devenus grands, ils feront la même chose comme vous le faisiez quand vous étiez avec eux dans les bas âges. Il faut développer l'écoute active. Ayez le temps d'écouter les enfants. Ayez le temps de les écouter. Parce que quand l'enfant est en train de vous parler, vous lui dites « Non, quittez là-bas, je n'ai pas le temps de t'écouter ». Plus en plus vous le faites, plus ils comprendront qu'on ne peut pas se donner le temps d'écouter les autres. Et quand ils grandiront, ils ne vont pas s'écouter les uns les autres. Et même en famille, ils ne pourront pas avoir l'écoute active. Autre chose, il faut avoir ce qu'on appelle l'appréciation des efforts. Les enfants ont fait quelque chose, l'épouse a fait quelque chose, l'époux a fait quelque chose. Appréciez. Dites, ah bravo, c'est très bien fait. Oh là là, c'est vraiment très joli. Tu as vraiment travaillé. Tu as vraiment fait ce qui est très nécessaire dans cette maison. Plus vous appréciez les efforts des autres, les enfants grandiront, la famille vivra, sachant que à une bonne chose, il se trouve aussi une appréciation positive. Autre chose qu'il faut développer, il faut fêter les réussites. Fêter les réussites, c'est-à-dire comment? Lorsque quelqu'un a bien fait, c'est pas à dire que vous allez fêter, mais vous allez lui exprimer votre gratitude en lui disant qu'il a vraiment bien fait. Et s'il y a des petits cadeaux, vous les attribuez. Des petits cadeaux, juste pour montrer qu'il y a toujours la rétribution. Parce que quand il sera chef, quand il sera grand, en train de diriger les autres dans l'avenir, il comprendra que à des grandes choses, à des grandes actions, mérite aussi des grands cadeaux ou des grands salaires ou des rémunérations. Développer aussi le sens de volontariat. Il faut toujours apprendre aux enfants que ce n'est pas tout ce qu'on fait qui mérite d'être payé. Que les enfants apprennent à faire des choses comme des volontaires. Il faut toujours apprendre aux enfants que le service que vous rendez est payé par la satisfaction de celui à qui vous rendez le service, mais pas par la rémunération financière. Vous allez développer dans les enfants les sacrifices de soi. Ils apprendront qu'on peut rendre un service à un visiteur, à un passant, à un malade, à quelqu'un de la famille qui a besoin d'un petit service. Plus vous les faites dans l'âge mûr, ils le feront pour vous. Autre chose, pour développer le sens du leadership chez les enfants, il faut avoir ce que nous appelons développer des vertus comme le courage, le courage, ce que nous appelons, les enfants ne pas toujours se relâcher au premier échec. Leur apprendre que même quand il a échoué, ce n'est pas la fin du monde. Et c'est-à-dire que quand l'enfant a échoué et qu'il vienne vous montrer qu'il a échoué, le fait de le développer dans lui signifie que vous allez lui dire, mon fils, même si tu n'as pas réussi, même si tu n'as pas fait ce que tu devais faire, mais reprends encore. L'enfant comprendra que c'est dans des échecs qu'on reprend pour faire encore la meilleure de façon qu'on atteigne les bons résultats. Mais un enfant a échoué, il arrive, vous l'injuriez, vous le frappez tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé le meilleur score scolaire, alors là, vous êtes en train de fragiliser son leadership. Tous les leaders du monde entier qui ont réussi, souvenez-vous, la plupart d'entre eux sont passés par des échecs, mais parce qu'ils ont développé la persévérance, parce qu'ils ont développé en eux le sens du courage, la rigueur, ils sont parvenus à de grands résultats. Et donc, une autre chose qu'il faut développer,
il faut développer l'estime de soi. Que l'enfant comprenne qu'il a de la valeur. Quand vous le dévalorisez par des paroles injurieuses, quand vous le dévalorisez en lui disant, toi, tu n'as pas d'intelligence, tu n'es pas intelligent comme les autres, tu n'es pas fort comme les autres. D'ailleurs, moi, je me demande comment est ton cerveau. Il y grandira sachant que je ne suis pas intelligent. Et lorsqu'il s'agira de se débattre pour se mesurer avec les autres, il va dire, même chez nous, on sait que je ne suis pas intelligent. Alors, vous êtes en train de créer dans la vie quelqu'un qui ne prendra pas les devants, mais il sera toujours le dernier dans des scènes, dans des événements, parce que papa lui a toujours dit qu'il n'est pas intelligent. Il faut développer chez les enfants le respect de toutes les personnes qui vous entourent. Le respect des personnes qui vous entourent, c'est-à-dire comment? Les gardiens, les visiteurs, l'enseignant, le pasteur, les serviteurs de la maison, les gens qui vous fréquentent. Quand vous apprenez aux enfants le respect, l'importance des autres dans notre vie, vous créez en eux le sens du fait que quand ils vivront, ils sauront que dans la vie, tout le monde est important. Et vous allez trouver qu'il y a certains chefs, certains leaders qui maîtrisent mieux cet enjeu. Il est dans l'organisation et les gardiens et les gens qui font le cleaning et les gens qui font tous les autres services. Du petit au plus grand, ils ont de la valeur devant lui. S'il en a déjà inculqué ça aux enfants, vous allez trouver des enfants qui grandiront connaissant que tout le monde est important dans la vie. Et quand ils grandiront, ils sauront que personne n'est moins importante. Autre chose qu'il faut développer, chers amis, nous sommes en train de les énumérer très rapidement, comprenez que le but c'est de dénoncer et vous de développer le sens que vous voulez parmi les principes. L'autre chose qu'il faut développer, il faut éviter l'agressivité, les mensonges, des critiques, la cupidité, la malhonnêteté, l'esprit de vengeance et tout ce qu'on appelle antivaleur. N'oubliez pas, ce que l'enfant voit chez les parents, c'est calque sur lui. Et plus il croira que c'est la réalité. Mais plus vous développez en vous et dans les enfants que quand quelqu'un a mal fait, il ne faut pas se venger. Quand quelqu'un a commis quelque chose qui n'est pas bon, au lieu de se venger, il faut le corriger. Vous allez développer dans lui le sens de la correction et non pas de la vengeance. Autre chose qu'il faut développer, c'est d'avoir le soutien émotionnel aux gens. Qu'appelle ton soutien émotionnel? C'est-à-dire, lorsqu'il y a des moments de crise en famille, il y a un malade, il y a quelqu'un qui a échoué, il y a quelqu'un qui n'est pas en bonne situation professionnelle, vous développez le sens de soutien émotionnel. C'est-à-dire, vous l'encouragez, vous lui montrez que ce n'est pas mal de supporter, vous lui montrez qu'il faut supporter parce que plus ça va créer des bons résultats. Il est malade, vous lui montrez que non, la maladie est là, mais tu seras guéri. Plus les gens dans la famille ont un sens du soutien émotionnel, la même façon que quand vous vieillirez, quand vous serez avec eux dans la vieillesse, ils viendront vous apporter encore le même soutien émotif comme vous le faisiez lorsque c'était des enfants. On a vu des parents, l'enfant pleure, on se tait, l'enfant il est malade, personne ne le voit pour lui dire comment tu te portes, maman est malade, tous les enfants ne lui disent pas maman tu te réveilles comment, alors qu'il fallait développer déjà cela dans l'enfance. Autre chose qu'il faut développer, il faut assumer ses échecs. Quand vous avez échoué, dites aux enfants, mes chers enfants, j'ai échoué, mais je vais reprendre ça. Quand vous n'avez pas pu obtenir de bons résultats, vous dites aux enfants, à l'épouse, en tout cas chérie, je n'ai pas réussi. J'ai vu le résultat qu'il ne fallait pas, mais je vais reprendre. Quand vous assumez vos échecs, vous assumez votre façon de travailler, vous assumez votre incapacité, vous créez dans les gens le courage, comme je l'ai dit précédemment, et surtout ce que nous appelons éviter de vouloir montrer que vous êtes victime. Il faut éviter de faire le bouc émissaire en famille. Oh, si j'ai échoué, c'est à cause de tel. Ou si ça n'a pas réussi, c'est à cause de l'oncle tel. Si ça n'a pas été bien, c'est à cause de la tante telle. Il faut éviter d'accuser les membres de votre famille devant vos enfants.
Il faut éviter de critiquer le membre de votre famille élargie ou restreinte devant vos enfants. Ne critiquez pas papa auprès des enfants, ne critiquez pas maman auprès des enfants, ne critiquez pas un enfant auprès de ses collègues, de ses frères, parce que plus vous le faites, vous créez en eux un esprit de division et une fois devenus grands, ils seront des critiqueurs. Combien de chefs vous trouvez dans des entreprises qui critiquent les agents auprès des autres? Tout simplement parce qu'en famille, il n'a jamais appris qu'on ne critique pas les gens derrière les autres et au dos. Eh bien, en autres termes, nous allons dire qu'il faut aussi développer la liberté d'expression. Apprenez vos enfants à s'exprimer librement parce qu'une fois devenus grands, ils n'auront pas peur de parler en public. Il faut développer chez les enfants le sens d'être serein dans des occasions difficiles, c'est-à-dire la sérénité. Quand ça ne va pas, quand il y a guerre, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, vous dites aux enfants, oui, il y a un problème, mais ça ira, mes enfants. Ils développeront à eux le sens de la sérénité, de comprendre que le leader ne recule pas n'importe comment, parce qu'ils diront, même papa, quand il vivait avec nous, toujours lorsqu'il y avait des problèmes, papa restait toujours serein, maman toujours restait sereine, le grand frère restait toujours serein, ou la grande sœur restait toujours sereine. Donc, ce sens-là, de tenir devant des situations difficiles et des crises, développe chez les enfants la ténacité. Nous terminons notre leçon en vous disant que ce qui est très important, il faut consulter les enfants, les grands enfants, pour la prise de décision. Même les petits, vous voulez leur faire des choses, vous leur demandez leurs avis. Plus ils grandiront, ils comprendront que quand on veut faire quelque chose, on consulte les autres que d'aller ou dérouler à cheval seul. Merci beaucoup. Nous terminons avec la synthèse pour le leadership familial. D'une façon brève, nous disons ceci. Développer le leadership en famille vous permet aussi de préparer l'avenir de vos enfants et votre propre avenir. Un leader en famille devient un bon leader aussi dans les entreprises et dans la société si du moins il incarne la valeur de l'empathie. Autre chose, les recherches ont prouvé que on peut facilement développer un leadership en famille, surtout lorsque vous responsabilisez chacun et que vous le faites par une vie modèle. Vous voulez avoir un bon leadership en famille, faites ce que vous dites, restez serein, ne laissez pas les enfants se diriger eux-mêmes, créer des valeurs, des objectifs, un sens de redevabilité et n'oubliez pas que plus les enfants voient ce que vous faites, plus ils auront besoin de vous imiter. 3 questions pour terminer avec la leçon. Première question. Quel autre principe pour développer le leadership familial connaissez-vous? Donc, citez-nous quelques principes pour développer le leadership familial en dehors de ce que j'ai cité. Deuxième chose, êtes-vous de quel type de parents parmi les 4? Si vous êtes parent, bien sûr. Est-ce que vous êtes permissif, démocratique, démissionnaire, ou vous êtes du parent que nous avons appelé autoritaire? Si vous retrouvez que vous appartenez à l'un de ces 3 types, changez, commencez à être démocratique. Et la dernière question, c'est celle-ci. Comment les enfants perçoivent un père permissif une fois devenu grand? Comment les enfants perçoivent un père permissif une fois devenu grand? Ou en d'autres termes, lorsque les enfants sont devenus grands, comment ils considèrent le père qui leur autorisait chaque chose? Vous allez faire une petite explication sur la chaîne parce que là, nous vous avons donné le lieu où vous devez faire des commentaires. Là, c'est pour essayer de partager l'expérience avec les autres. Encore merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous allons passer à la leçon numéro 27 qui parle de l'évaluation des agents. Comment on peut évaluer les agents? Parce que quand on est à la fin de l'année, comme ça, quand on est à la fin de l'année, on a besoin de développer aussi l'évaluation des agents. Il y a des managers, il y a des chefs, il y a des leaders qui ont travaillé avec des gens pendant toute une année, mais aucune évaluation. Vous devez les évaluer pour leur montrer, on a commencé l'année comme ça, on est ici, quels sont les objectifs qu'on a atteints et qu'est-ce qu'on n'a pas atteint. Même l'évaluation en famille est très nécessaire. Vous pouvez leur montrer où est-ce que vous avez commencé, qu'est-ce que vous avez réussi en famille et qu'est-ce qui n'a pas allé. Bienvenue à cette 27e leçon. Rendez-vous dans l'autre
vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner, partagez nos leçons, likez, ça va nous encourager aussi. Bye bye, chers experts et participants.